t'envoie ton... Bonjour à tous, donc bienvenue sur le webinaire organisé par Alizé Plasturgie et le service Mathéotech. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les dernières innovations, notamment sur le salon Plast, donc le salon italien qui s'est déroulé du 29 mai au 1er juin 2018. Cette mission a été organisée en partenariat avec Alizé Plasturgie Bourgogne-Franche-Comté et l'objectif était d'accompagner une dizaine d'industriels locaux dans le but de leur apporter un maximum d'informations sur le salon et notamment en préparant leur parcours personnalisé. Quelques précisions concernant le déroulé de ce webinaire. Donc, il va durer à peu près 45 minutes avec un temps de questions, à peu près 5 minutes. L'idée, c'est effectivement que vous puissiez poser directement vos questions. Donc, sur la droite, vous avez donc une rubrique questions où vous pouvez adresser l'ensemble des questions qui vous semblent intéressantes. L'enregistrement sera également disponible après la présentation et vous pourrez accéder aussi aux documents PDF de cette présentation. Votre avis nous intéresse, évidemment, c'est le premier webinaire que l'on organise au sein du service Mathéotech, donc tous les retours seront bénéfiques. Petit mot d'introduction, notamment sur le service Mathéotech, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous côtoyer. Donc, le service Mathéotech est un service d'Alizé Plasturgie. Alizé Plasturgie, c'est le syndicat professionnel des plasturgistes, avec à peu près 900 adhérents sur l'ensemble de la zone est de la France. Le rôle du service Mathéotech est d'accompagner les adhérents et les industriels à la recherche d'informations et d'innovations en plasturgie et composite. Donc, un des premiers rôles, c'est l'accompagnement. Le deuxième objectif, c'est aussi de valoriser des innovations via le démonstrateur GEM et les espaces Mathéotech disponibles. Et puis, nous sommes aussi impliqués dans différents programmes de recherche sur notamment un sujet sur l'impression 3D et la fabrication d'empreintes polymères et un sujet sur un doigt électronique, un dispositif électronique qui permet de caractériser le toucher des matières plastiques. Donc pour des applications, on a besoin de connaître ou d'identifier le rendu et le toucher. En résumé, plus de la moitié de notre expertise, c'est effectivement le service aux industriels, donc avec essentiellement matière, process, développement de produits, mise en relation, donc aussi veille stratégique, notamment en partenariat avec le service intelligence économique d'Alizé Plasturgie. La Mathéotech a développé aussi des supports marketing, que sont effectivement des valises, des arbres sensoriels en lien avec le démonstrateur GEM qui a été développé, et les partenariats qui sont effectivement des partenariats en lien avec des industriels qui souhaitent valoriser le savoir-faire au sein du réseau Alizé Plasturgie Mathéotech. Quelques éléments concernant l'expertise d'accompagnement. Côté matière, c'est effectivement beaucoup d'accompagnement au choix des matériaux ou sur des matières de remplacement. Donc effectivement, c'est d'aider un industriel qui est confronté à une rupture d'approvisionnement ou qui est confronté à une demande client par rapport à un cahier des charges, recherche d'une matière transparente, tenue au feu, alimentaire, etc. Voilà, donc des cahiers des charges plus ou moins pointus. La partie process, donc là sur la partie avec le conseil, l'assistance sélection process, et une grosse partie, c'est finalement l'analyse de défauts, c'est-à-dire accompagner un industriel, un adhérent qui est confronté à un défaut pièce, un problème d'adhésion sur une pièce en bi-injection. On est là effectivement pour vous aider dans un premier niveau. On a des îlots de production qui peuvent aussi être utilisés pour la fabrication de démonstrateurs. Un petit aperçu des partenaires industriels de la Mathéotech. Donc, ce sont majoritairement des fabricants de matière, des co-pounders, des formulateurs de matière, des fabricants de mélange maîtres, couleurs, additifs fonctionnels. Également sur la partie process, donc technologie d'outillage, capteur de pression, mais aussi sur le second process, tel que la métallisation, les adhésifs ou la décoration par IML par exemple. Pour ceux qui ne sont jamais venus dans les espaces Mathéotech, un petit mot sur le GEM, qui est effectivement le démonstrateur de la Mathéotech. Le principe, c'est d'avoir développé dans la plupart des technologies des démonstrateurs pour l'injection principalement, effectivement, avec des outillages mono bimatière, sur le thermoformage, l'extrusion soufflage, rotomoulage, coulée de polyuréthane et silicone. Alors, par contre, on est là sur des partenariats avec des industriels.
fabrication additive, composite, tout ce qui est décoration et tout ce qui est aussi plastronique. Donc l'idée de l'échantillon, c'est vraiment de mettre en avant des axes, que ce soit l'allègement, l'intégration de fonctions, l'utilisation de biomatériaux ou des process particuliers de décoration. Venons-en au sujet du jour, donc les tendances et les innovations relevées sur le salon Plast. Donc on a divisé la présentation en 4 parties. Les tendances au niveau des matériaux, au niveau du process, au niveau de la décoration et de la fabrication additive. En préambule, quelques informations, notamment marché, liées au salon Plast. Ça reste effectivement un salon incontournable en Europe, beaucoup plus petit que le salon K qui se déroule tous les 3 ans, mais 1500 exposants, à peu près 50% provenant du marché italien, donc vraiment très ancré italien, à peu près 63 000 visiteurs avec 27% d'étrangers. Évidemment, vu le nombre d'exposants et la durée, nous, de notre mission, qui était à peu près 2 jours sur le salon Plast, à 2 personnes, on a évidemment dû se focaliser sur certains industriels. Donc nous, notre focus, ça a été effectivement les fournisseurs de matières, les copounders, les fabricants de mélange-mètres, les constructeurs de machines, de périphériques, et puis un sujet qui était évidemment d'actualité sur le salon, la fabrication additive et l'impression 3D. Quelques chiffres sur le marché italien. Ne pas oublier qu'effectivement l'Italie est le second pays consommateur de matières plastiques devant la France, avec une répartition par secteur d'activité similaire au nôtre, avec une grosse part évidemment de l'emballage, une exportation de 70% et puis une exportation des machines qui est aussi importante avec une augmentation de plus 16%. Sur le marché italien d'équipement, un chiffre sur ce qu'il faut retenir, c'est les 10% d'augmentation sur l'import, l'export, la balance commerciale. Donc un secteur le marché italien qui est très bien. Donc ce qu'on a pu observer sur le salon Plast, c'est effectivement différentes tendances. Aujourd'hui, effectivement, c'est au niveau des matériaux, c'est l'allègement. C'est apporter des fonctionnalités aux différentes matières en rajoutant des additifs, des charges spécifiques. On voit aussi depuis plusieurs années, c'est l'amélioration des performances. C'est-à-dire que par exemple, essentiellement sur des matières type polyamide, c'est de doper les performances par exemple du polyamide pour augmenter ses propriétés mécaniques, thermiques, mais voir aussi sa processabilité. Effectivement, des matières qui peuvent être fortement chargées. Les fournisseurs développent beaucoup d'innovations pour améliorer la transformabilité en injection, par exemple. Le développement durable est évidemment un sujet, avec un axe bioplastique, donc plastique issu de ressources renouvelables, l'axe recyclage, et puis les économies d'énergie, que ce soit au niveau du process ou des périphériques. Quatrième tendance, c'est l'hybridation des process. C'est-à-dire que ce qu'on peut observer maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on veut sortir la pièce finie avec le moins d'étapes. Donc, c'est d'intégrer, par exemple, le décor avec des technologies InMold, par exemple, et puis, dans certains cas, de pouvoir directement aussi intégrer des fonctionnalités telles que de l'électronique. L'industrie 4.0 est une réalité et notamment beaucoup de fabricants de presse et d'équipements présentés notamment pour de la personnalisation de production et puis un focus sur la fabrication additive au service des plasturgistes. Donc au niveau des matières, les différents sujets qu'on a évoqués, l'allègement, les fonctions multiples, l'amélioration des performances. Concernant l'allègement, donc là un sujet qui est revenu plusieurs fois chez les fabricants de matières, donc notamment sur des compounds ou des solutions avec des additifs ou liés à l'expansion chimique ou l'expansion physique avec des procédés comme le procédé Mussel. Donc là, on a différents exemples, des bases polyolépines expansées et réticulées avec des taux d'allègement de 0 à 0,5 g par centimètre cube sur des faibles duretés. Au surgé, donc des acteurs aussi en Italie, sur des bases, des compounds, des master batch, bases thermoplastiques, TPE, PVC, EVA, qui peut être aussi également alimentaire. Très présent, quel que soit le salon plasturgie, c'est le procédé Mussel, donc effectivement de l'expansion physique avec une incorporation au niveau du fourreau d'injection ou de l'extrusion d'un gaz sous forme liquide, CO2 ou N2,
Donc là, on était présenté sur le salon, notamment avec Proplast, qui est un centre technique en Italie, qui présentait l'influence du procédé Mucel sur des pièces associées à une technologie Heat and Cool, notamment pour améliorer l'état de surface des pièces et éviter le phénomène un peu de givrage lié à l'expansion. Donc on associe l'allègement et l'esthétique avec le procédé. On en reparlera un peu plus tard. Au niveau des bioplastiques, l'actualité évidemment pousse les fournisseurs aussi à développer des nouvelles matières. Donc beaucoup d'acteurs effectivement présents, tels que Novamont, un des acteurs incontournables, d'autres acteurs comme Biotech ou Cross Polymérie, donc sur des matières biosourcées, donc issues du végétal, et ou biodégradables, donc selon les normes EN 13432 et contact alimentaire. Donc effectivement, là, une cible particulière, un focus particulier sur le salon, c'est le secteur de l'emballage, quel que soit le process. Évidemment, l'extrusion film était très présent, mais aussi pour les applications thermoformage. On peut voir les barquettes en thermoformage en haut à droite de l'image. Et puis pour des capsules de café, et puis pour la vaisselle jetable, donc pour des technologies, injection par exemple, ou extrusion. Beaucoup de co-founders étaient présents, notamment des acteurs locaux comme Lati, mais aussi des industriels allemands comme Lehmann Evos, RTP, qui est plutôt américain. Donc là, sur des matières fonctionnelles, fonctionnalisées, donc incorporant des additifs sur tout type de base, polyamide, PPS, polypropylène, selon le cahier des charges, associés effectivement à différentes charges pour par exemple la conduction thermique. C'est un sujet qui revient maintenant régulièrement sur les salons. C'est remplacer des pièces en aluminium, par exemple sur les photos qu'il y a en bas à gauche et au milieu, donc pour les applications éclairage. Donc on vient dissiper la chaleur au niveau des applications LED. Donc là, vous avez quelques exemples où là, on va rechercher la conductivité thermique, la flexibilité de conception et puis le gain de poids. D'autres exemples, effectivement, sur d'autres fonctionnalités, des matières détectables, donc par exemple pour le secteur agroalimentaire, pour éviter qu'un polluant se retrouve dans la ligne de fabrication. Des matières radio opaques pour le secteur médical ou pour d'autres applications, l'autolubrification pour les applications où il y a besoin de tenue à l'abrasion. Donc là, beaucoup de sujets autour du copound. L'amélioration des performances illustre par exemple chez Radici, qui est un acteur dans le polyamide. Donc là, avec des matières effectivement améliorées pour les applications, par exemple un focus pour les applications eau potable ou pour l'automobile. Des matières polyamides aussi pour le secteur alimentaire. Et puis des choses un peu particulières, là, le polycarbonate chargé graphène, qui est développé par Covestro, et là où ils veulent proposer des solutions pour la conduction électrique et thermique. Petite précision concernant le graphène, c'est une nanocharge qui permet d'amplifier les performances du matériau, notamment au niveau de la conductivité électrique. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'amélioration des performances. C'est aussi effectivement beaucoup sur le polyamide, où où les fournisseurs vont donner un focus particulier sur associer les performances, l'unifugation, la tenue mécanique, mais aussi au niveau du process. Donc là, un exemple sur un polyamide 6,6 développé par Ascend Materials, qui est un fabricant de polyamide américain. Côté élastomère thermoplastique, donc aussi beaucoup d'acteurs qui étaient présents. Donc un incontournable qui est Krebourg TPE, qui est un fabricant de TPE allemand, qui faisait un focus particulier sur leurs nouveautés, leurs innovations sur l'adhésion caoutchouc. Donc là, en remplacement, donc en bi-injection ou plutôt en surmoulage TPE sur un EPDM en remplacement d'un TPV pour les applications automobiles. Un sujet aussi sur l'inifugation sans halogène, par exemple toujours avec une volonté d'adhérer sur différents supports thermoplastiques. Et puis un focus qui était mis en avant sur le salon, c'était avec Aptar sur un TPE des matières souples médicales qui respectent les normes USP Class 6 et les normes liées à ce secteur d'activité. D'autres acteurs locaux, italiens, comme Franplast, avec un savoir-faire aussi intéressant, donc en termes de développement de matière, en termes de propriété, aussi un focus
en particulier sur des TPE biosourcés, donc avec des taux de matière biosourcée supérieurs à 20%, selon la dureté du matériau et selon le cahier des charges. Côté fabricant de mélange maître, aussi beaucoup d'acteurs italiens. Donc là, quelques exemples, Vanetti, avec un focus là sur les bio master batch pour la coloration des bioplastiques. Autre focus avec FIMAS, qui présentait des solutions de coloration liquide, qui offre un atout intéressant notamment pour les matières transparentes ou semi-transparentes, pour une meilleure homogénéité, aussi avec un taux d'incorporation beaucoup plus faible qu'un master batch, un mélange maître classique, et aussi dans la volonté de changer rapidement entre deux couleurs. Et puis aujourd'hui, les fabricants de colorants liquides offrent un système global et vous accompagnent aussi dans la mise en place du dispositif qui peut faire peur en lien avec le colorant liquide. Toujours dans les mélanges maîtres, ici c'est plutôt pour des couleurs et plutôt des effets, donc toujours très visuels, donc des mélanges à effets. En haut à droite, on a effectivement des effets jaspés, des effets nacrés, scintillants, voilà, sur des matières transparentes. Les choses intéressantes, effectivement, en bas de l'image, les deux images à gauche en bas, donc là c'est associé au marquage laser. Donc ils étaient présents sur d'autres salons, ils ont renouvelé leur présence. Et donc notamment en bas à gauche, on a effectivement un capuchon cosmétique marqué au laser. Donc le marquage laser modifie la teinte de la matière. C'est une réaction qui se fait entre l'additif dans le plastique et le laser. Et là, par exemple, on avait un aspect bois. On le voit un petit peu sur le visuel, et on avait aussi le toucher, le ressenti lié à la texturation, enfin plutôt pas la texturation, mais au marquage laser. C'était vraiment le marquage qui apportait la texture. Sur un capotage aussi, sur la photo du milieu, avec un aspect effectivement bois. Donc dans l'idée de personnalisation, c'est-à-dire de pouvoir envisager des productions petites séries avec 5000 pièces avec un motif, 5000 autres pièces sur un autre motif. Voilà, dans l'idée un peu de personnalisation. Je vais maintenant laisser la parole à Guy Chrétien qui va vous présenter la partie process. Donc sur la partie process, voilà. Sur le côté injection, comme le marché italien est assez dynamique, il y a beaucoup de gens qui étaient présents pour montrer leurs machines. Donc, beaucoup de Japonais, donc des marques qu'on connaît un petit peu moins sur le territoire français comme Izumi et Toyo, des Coréens, quelques Chinois, les principaux, quelques constructeurs de machines turcs aussi qui arrivent de plus en plus, qui sont de plus en plus présents sur les salons, et bien sûr les grands Européens qui sont bien connus chez nous en France. Alors comme c'était Voilà. Comme c'était en Italie, Negri Bossi présentait sa nouvelle canne de presse qu'ils étoffent au fur et à mesure. Ils vont jusqu'à 1150 tonnes en force de fermeture. Ils présentaient également des électriques. Aujourd'hui, c'est rentré un petit peu dans les gammes de tous les constructeurs. Électriques jusqu'à 350 tonnes. Et puis des hybrides et des hydrauliques avec accumulateurs pour doper un petit peu les performances de la machine. Ils présentaient leur renouvellement de gamme. Ils avaient un grand stand et présenter un petit peu leurs nouvelles commandes. Il y avait aussi des fabricants de machines verticales qui sont moins connus chez nous, des fabricants comme Tura, qui présentaient des solutions de presse verticale. Sur la partie process proprement dit, il y avait la présentation bien sûr du LSR. Comme sur chaque salon, on a une grosse présentation, une grosse thématique sur le sujet. Présenté ici sur le salon, c'était du surmoulage LSR sur du PBT ou du polycarbonate pour des applications un petit peu médicales. Pour ceux qui ne sont pas habitués à cette technique de LSR, qui s'appelle LSR, c'est les silicones liquides, on part sur deux produits de base qu'on va mélanger dans une tête de mélange et puis qu'on va injecter au niveau du moule et qui va être réticulé
dans le moule, sous l'effet d'une chaleur à peu près 90-100 degrés. Une présentation sur le centre grosse mafaille, ici à gauche, des lentilles de Fresnel sur des applications optiques, donc un laser transparent, des applications un petit peu médicales sur des produits chez Whitman, et puis ici sur le stand de Engel, il présentait une pièce donc PBT surmoulée par du LSR, avec un produit qui était relativement propre et des cadences tout à fait sympathiques. Chez Engel, ils présentaient une nouvelle une technique pour eux assez récente, qui avait été présentée aussi également avec le procédé Colorform chez Gross Mafaille sur le Kunststoff il y a 2 ans. Eux, donc, ils présentaient l'in-mold coating, encore des initiales à retenir, IMC ou MP, selon ce qu'on veut entendre. Donc, c'est le procédé Clermet chez Engel qui permet de peindre une pièce en cours de cycle, avec une peinture à base polyuréthane, avec des fonctionnalités un peu particulières. Alors, comment ça marche le process? On va mouler ici, on va mouler la pièce dans une empreinte, et à l'ouverture du moule, l'empreinte va monter vers le haut, et on va amener une deuxième partie d'empreinte avec un espace fonctionnel pour pouvoir injecter la peinture. Alors ici, c'est un procédé un petit peu particulier. Il produisait des pièces d'ailleurs pour un industriel. On n'a pas pu en récupérer pour faire une démonstration, mais il présentait ce procédé qui, sur la phase industrialisée, peut se mettre sur un moule cubique. C'est-à-dire qu'on injecte d'un côté des pièces, on tourne le moule et on va les peindre de l'autre côté. Nechtal présentait de son côté avec un mouliste espagnol Molmasa, une technologie Twin Cool sur des préformes injectées en PET. Alors, en haut, vous avez un moule traditionnel, et juste en dessous, il y a le moule Molmasa, où ils ont doublé quasiment les noyaux. En fait, les moules à chariot, c'est les moules qui vont mouler la préforme. Et une fois qu'on a moulé la préforme, il y a un tiroir vertical qui va amener les préformes, soit d'un côté, soit de l'autre, hein, en fonction du cycle, dans une autre cavité du moule qui va compléter le refroidissement. Donc l'avantage qui est promu par Nechtal, c'est que ça permet d'utiliser une machine d'injection standard sans robot. Habituellement, c'est des machines qui utilisent des robots avec des modules de refroidissement. Donc là, pour le coup, pas de robot nécessaire. Des cycles rapides grâce à un nouveau refroidissement et un changement de version rapide pour produire ces différentes préformes. L'IML est une thématique qui revient régulièrement sur les salons. Il y avait Engel, Toshiba, qui présentaient des applications. Donc ici, Engel, qui était équipé de robots Campetella, un grand constructeur de robots italien, assez très présent sur le salon d'ailleurs. Et puis Toshiba a présenté une application ici sur un plateau avec une étiquette qui était déposée dans le moule. Et puis la particularité, c'est qu'on avait vraiment l'impression en touchant le plateau que l'étiquette était bien intégrée dans le plateau. On ne la sentait pas. D'habitude, on la sent, mais on sent les étiquettes, mais là, on ne sentait pas, elle était vraiment noyée dans la matière. Viapiani, c'est un fabricant d'étiquettes pour IML, pour l'injection, pour l'extrusion et pour le soufflage, pour le thermoformage. Le procédé Cool était présenté ici avec une collaboration entre Toshiba, Nickerson, HB-Therm et Proplast, dont on a parlé tout à l'heure. Ils utilisaient pour se faire un système variotherme pour améliorer l'aspect de la fibre, puisqu'ils ont utilisé ici un alliage PCABS avec 20% de fibre de verre, dans le cas d'une ouvre-bouteille. Donc là, ils se présentaient simplement deux conceptions différentes. Une conception traditionnelle avec des nervures et une conception sans nervures. Pour montrer simplement qu'on évolue avec les matières qui sont de plus en plus fonctionnalisées, dont on parlait tout à l'heure.
on peut se passer des nervures pour avoir la même application. Donc moins de matière, et puis un aspect qui était tout à fait correct, puisque du coup, avec le procédé Heat and Cool, ça masque quand même pas mal de défauts de matière liés au refroidissement de la matière lors d'injection. Le procédé d'injection gaz était présent également sur le salon, sur le stand de Whitman, qui présentait une application ici de porte-manteau, qui permettait de démontrer qu'on enlevait un peu de matière sur le produit, ce qui permettait de réduire dans la même démarche les tensions internes, d'augmenter la vitesse de refroidissement, de limiter les déformations, et puis aussi un impact intéressant, ça permet de réduire la force de verrouillage nécessaire. Et tout ça, ça conduit à une réduction du temps de cycle et une réduction de la pièce. Autre application, c'est la micro-injection, avec un fabricant Megatech qui présentait une petite machine sympathique de force de verrouillage de 70 à 100 kN et qui est équipée d'une vis de 18 mm. Je rappelle que 18 mm, globalement, on passe tous les granulés et en dessous, il faut des granulés spéciaux. C'est pour ça que le choix de 18 mm a été justifié pour ceci, avec une petite unité de transfert en dessous qui va permettre l'injection. L'encombrement est assez petit. Et ce qui m'a semblé intéressant sur cette machine, c'est qu'il propose, en option bien sûr, une deuxième unité pour faire de la bi-injection, ou une injection de silicone liquide, donc LSR, ou alors cette deuxième unité peut être utilisée sur une autre machine pour faire du surmoulage sur une presse standard monomatière. J'ai parlé tout à l'heure de Competella Robotique qui était présent sur bonne partie des stands de machines d'injection, voilà, qui présentait toutes ces solutions, des robots standards aux robots 5 ou 6 axes. Une approche industrie 4.0 qui était présentée par Whitman d'un côté avec un moule qui était déjà présent sur le Kunststoff. Et sur ce moule, on pouvait faire une impression laser personnalisée à partir d'un QR code. Et puis une application chez Harbour où l'on pouvait choisir pour un tendeur la couleur du tendeur, la forme de l'embout et la longueur du câble également. Donc trois possibilités qui étaient offertes. Et ensuite, la machine gérait en fonction des demandes. Donc l'idée, c'est de pouvoir personnaliser les fabrications en fonction des demandes du client. Du côté extrusion, quelques innovations. Bosano s'est lancé dans la production de chauffage d'extrudeuses par induction, en précisant bien sûr qu'il y a un intérêt essentiellement quand on change fréquemment les fabrications. Ça diminue la consommation électrique d'environ à peu près 30%, et il y a une rapidité de mise en température qui est évoquée. Si la même extrudeuse tourne plus longtemps, il n'y a pas d'intérêt particulier. Ici, une machine chez San Giorgio qui présentait dans cette machine pour le compoundage de master batch de produits chargés bois ou du recyclage, thématique extrêmement présente sur le salon. Et ce qui est intéressant sur le stand, c'est qu'ils présentaient aussi également leur laboratoire pour réaliser des essais, notamment des essais en extrusion calendrage. C'est quelque chose qui est assez rare pour pouvoir le souligner. Des améliorations présentées par Gneus en termes de dégazage matière. L'idée est ici, au niveau de la machine, de mettre un petit module pour augmenter l'efficacité du dégazage. Notamment quand on traite des paillettes de bouteilles petées qui ne sont pas séchées ou d'autres produits, notamment des recyclés, où on veut augmenter un petit peu ce dégazage. Donc l'idée, c'est d'augmenter la surface d'échange entre la matière et le vide, de façon à dégazer au maximum la matière. Donc là, ils ont mis un module avec des vis satellites qui tournent autour et qui augmentent effectivement cette surface.
Bon, il propose également ce système pour faire des économies d'énergie. De son côté, Gamma Mechanica présentait une machine de recyclage de matières, notamment des matières très ancrées, humides et contaminées. Donc on voit ici sur la photo l'unité de gavage de la première extrudeuse, puisque c'est un système tandem, donc deux extrudeuses. Ça passe en une première extrudeuse qui va plastifier la matière. Ici, un système de filtration un peu dynamique qui est inspiré un petit peu des systèmes que je vais présenter dans les diapos suivantes. Ensuite, il y a un système particulier pour réalimenter la deuxième. Ce système particulier, c'est une espèce de petits filaments qui arrivent dans l'extrudeuse. Et pourquoi c'est tout petit? C'est pour augmenter la surface d'échange, encore une fois, entre la matière et le vide. Donc ensuite, ça alimente une deuxième extrudeuse avec un système de coupe ici qui est assez sympathique puisqu'il est monté un petit peu sur l'amortisseur. Et il y a possibilité, comme on voit sur la diapo, d'ajouter une deuxième filtration. L'économie d'énergie dans toutes ces présentations techniques était quelque chose d'extrêmement présent sur le salon. Ici, un filtre de chez Ettlinger, de la série Eco. C'est un filtre cylindrique en rotation. La matière rentre par le trou qui est à l'opposé de celui-ci, que je montre sur la diapo. La matière fait un circuit sur l'ensemble du système. Donc, elle va se déposer sur le fil cylindrique qui tourne ici. Elle ressort par là. Le fil cylindrique tourne et il y a une espèce de raquette qui pousse la matière à travers un système un peu grillagé. C'est un peu plus épais qu'un grillage. Il y a une multitude de trous. Et les contaminants sont évacués par une petite extrudeuse qui est en dessous et qui est récupérée. On évacue le contaminant, ce qui permet d'éviter de trop bourrer le filtre. Donc on l'évacue au fur et à mesure. Et ça évite aussi de perdre trop de matière. Donc là, cette solution permet de régler la vitesse de rotation du filtre et la vitesse de l'extrudeuse de façon à éviter le colmatage du filtre. Et on filtre en grosso modo jusqu'à 80 microns. Chez Cofit, autre système, avec un changement automatique également. Il y a deux canaux dans ce système qui permet d'avoir un débit ininterrompu et de limiter le pic de pression. Là, il ne marque pas de pic de pression, mais on peut toujours en avoir un tout petit, mais qui n'est pas impactant sur l'extrusion. Ce sont des bobines de 50 mètres de filtre qui correspondent environ à 250 filtres en continu. Il y a un temps de changement de 10 secondes et on filtre jusqu'à 50 microns. Donc, ça marche sur des matières qui vont jusqu'à 10% de contamination. J'ai oublié de préciser que la diapo précédente, c'est une émission à peu près du même ordre. Et ils ont un système qui permet de prendre des matières qui peuvent être contaminées jusqu'à 18%, mais ce n'est pas la même chose que j'ai à présenter là. C'est un système un peu plus ancien. La perte de matière est évoquée, quel que soit le fournisseur, entre 1 et 2% de perte de matière. Et un coût énergétique divisé par 4. Sur les technologies de mesure, chez NDC Technologies, ils présentaient un système de mesure des épaisseurs de feuilles, de films bioorientés également, donc qui sont issus de castes ou de films extrudés soufflés, extrudés gonflés plutôt. Et ça mesure des épaisseurs de couches, jusqu'à 6 couches, sur la même film. Ça fonctionne avec des infrarouges, bien sûr. Ça fonctionne sur des films colorés, des films microporeux, et même quelques noirs, puisque la technologie utilise non pas une seule longueur d'onde sur l'infrarouge, mais plusieurs longueurs d'onde, tout un spectre de longueurs d'onde sur l'infrarouge. Donc ça marche sur un ensemble de polymères assez conséquent. Les économies d'énergie dont nous avons parlé tout à l'heure, sur les périphériques, on les retrouve sur les frigos. Donc là, j'ai pris un exemple, mais on le retrouve chez tous les stands, où ils utilisent de plus en plus des paliers magnétiques pour réduire les frottements sur les axes en rotation sur les appareils. On retrouve un peu ça sur certains thermorégulateurs. Et tout ceci, si on limite les frottements, on limite forcément la consommation d'énergie.
Les thermorégulateurs, on a vu bien sûr ils présentaient des thermorégulateurs qui vont jusqu'à 160 degrés, voire 230 degrés pour certains, à eau pressurisée. En parlant recyclage, il y a de plus en plus de personnes qui vont offrir donc des matériaux recyclés. On retrouve essentiellement tout ce qui est base polyoléphyne, polyéthylène, polypropylène, du PET et bien sûr des mélanges PE-PP. Au niveau broyage, Rapid présentait toute une gamme de broyeurs qui étaient plus spécifiques pour le thermoformage, pour broyer les déchets de thermoformage. Je repasse la parole à Sébastien pour les processus de décoration. Donc, concernant les processus de décoration, donc voilà. Donc essentiellement, focus sur la partie texturation des outillages, donc avec notamment donc ML Engraving, un acteur italien, qui développe effectivement des solutions de texturation laser. Donc quelques exemples qui étaient produits. Donc là, c'était en haut à droite, effectivement un siège Grophilex avec une texturation laser, et puis en particulier en termes d'innovation, ils mettaient en avant leur procédé de DRE, qui est un procédé de photogravure laser, pour donner une sensation particulière de toucher sur la pièce finale. Autre acteur dans la texturation des outillages, Standex Moltech, qui présentait leur savoir-faire également. Donc avec en haut à droite un traitement anti-rayures qui est réalisé sur les empreintes d'outillage. Donc si on regardait bien, sur la partie gauche de l'image, donc sans le traitement, donc il y avait un essai avec un cutter, et sur la partie droite avec le traitement, donc on voit effectivement l'impact du traitement de surface sur l'outillage. Et puis, ils ont mis en avant aussi leur procédé de prototypage de texture, qui est possible sur des pièces injectées, ce qui évite de modifier votre outillage et de tester sur une pièce finale. Passons donc à la dernière partie qui est liée effectivement à la fabrication additive ou impression 3D. Donc avec une zone dédiée à ce secteur-là, avec effectivement beaucoup de distributeurs, mais la plupart des grands acteurs étaient représentés, hein, comme Stratasys, américain, 3D Systems via leurs distributeurs, mais également des nouveaux acteurs comme HP qui est rentré dans l'impression 3D depuis un an. Qu'est-ce qu'on a pu voir en lien à l'impression 3D? Un focus sur la technologie d'Arbour, technologie développée maintenant il y a 3-4 ans, donc, qui associe la technologie et le savoir-faire d'Arbour sur les presses à injecter, associé à l'impression 3D. Donc le principe, c'est d'utiliser une micro presse à injecter qui va extruder ou plutôt déposer des micro-gouttelettes, donc c'est ce qu'on peut voir sur le schéma, des micro-gouttelettes, et ceci couche par couche. Sur le salon, il présentait une application bimatière, donc avec 2 unités d'injection, entre un Polypro qui n'est pas évident en impression 3D, lié au retrait, donc ça c'est une innovation et on le voit pas chez tous les fournisseurs. Et puis plus un TPE avec une dureté de 60 Chora. Donc ils ont fait pas mal d'essais avec différentes duretés, 20, 40, 60. Donc avec une adhésion entre le polypropylène et le TPE. Sur les applications qui étaient présentées, toujours en lien avec le Freeformer, des applications où on a besoin de faire du prototype fonctionnel bonne matière. Alors le spectre de matière reste restreint, hein. On reste sur des technologies d'impression 3D. Donc on a parlé de polypropylène, on a parlé de TPE, des ABS, des TPU, des polycarbonates, des matières maintenant techniques comme le PEI, qui est un grade notamment pour l'aéronautique. Voilà. Après, les applications qui sont ciblées, les petites séries, j'ai 10 pièces, 100 pièces à faire. Est-ce que ça vaut le coup de le faire en injection? Et puis je peux le faire un peu différemment, je peux concevoir ma pièce un peu différemment, un peu comme la pièce en haut à droite.
une pièce d'architecte. Et puis ce que présentait aussi Arbour, alors ils n'avaient pas de freeformer sur le stand avec les presses à injecter, mais sur d'autres salons, ils présentaient la personnalisation de production, c'est-à-dire qu'ils avaient à côté de la presse à injecter une imprimante 3D. C'était par exemple un produit qu'ils injectaient et ensuite, en fonction d'une entrée, c'était d'une information d'entrée. Donc, par exemple, ça peut être le prénom, le nom de la personne. Et puis en impression 3D, on vient imprimer le nom de la personne, donc dans l'idée toujours de personnalisation de production. Information intéressante qui était présentée sur le stand d'Arbour, c'était l'influence des propriétés mécaniques entre une pièce injectée et une pièce imprimée en 3D. Et on voit que selon les matières, il y a une influence qui va être différente. Sur le diagramme de droite, on voit qu'on atteint, selon le centre de fabrication, donc c'est un peu ce qui est représenté en haut de l'image. Donc, si on fabrique perpendiculaire au plan ou parallèle au plan, on va avoir des propriétés qui vont être différentes. Mais si on imprime dans le plan, on a des performances mécaniques qui sont équivalentes à des pièces injectées. Voilà, donc c'était ce qui effectivement a été présenté. Pour le polycarbonate, l'ABS a un comportement un peu différent, ce qui influe sur les propriétés mécaniques un peu moins importantes par rapport à une pièce injectée. Mais c'est à prendre en compte et évidemment le centre de fabrication va avoir un impact très important sur les propriétés finales de la pièce. Beaucoup de copounders qui présentaient en parallèle de leur matière pour l'injection et l'extrusion, présentaient aussi des développements de matière pour l'impression 3D. Donc tous les grands acteurs se lancent, les BASF, les Evonik, les Covestro Bayer, mais aussi beaucoup de copounders. Donc là, quelques exemples de matières. De plus en plus de matières chargées, des matières renforcées fibre de carbone pour améliorer la rigidité du matériau, des matières chargées pour des applications SD, donc dissipatrices électrostatiques, c'était le cas, ou conductrices de l'électricité. C'était le cas du stylo, là en bas à droite, ce qu'on voit c'est effectivement un stylo présenté avec un ABS chargé fibre de carbone pour des écrans tactiles, voilà, avec un design bien particulier et inimaginable dans un autre procédé que l'impression 3D. Polypropylène, on en a parlé, le PIC, aujourd'hui c'est une matière qui est de plus en plus répandue pour notamment cibler les secteurs de l'aéronautique. Et puis des matières souples, c'est le cas par exemple de la semelle de chaussure qui était en TPU, 90 Shora à peu près, sur une application poudre. Donc c'est voilà, sur des technologies base thermoplastique. Le focus aussi, en particulier sur les fournisseurs de matière, c'était aussi la facilité de transformation sur des technologies de dépôt de fil, ou par exemple des grades qui ne nécessitent pas de réguler la chambre de fabrication. Des nouveaux matériaux aussi sur des aspects visuels. Donc là, c'est plutôt chez les fabricants de mélange-mètres, comme Grafeux, qui présentaient sur leur stand des pièces en impression 3D issues de leur savoir-faire sur les pigments à effet, sur leur formulation des mélange-mètres couleurs. Voilà, donc sur des effets nacrés, scintillants, donc plus sur des effets esthétiques. Concernant les fabricants de machines d'impression 3D, on voit beaucoup de choses finalement sur du développement sur des machines et des têtes d'extrusion qui permettent de monter en température jusqu'à 450 degrés. Donc là, qui envisage clairement de transformer des matières telles que le PIC ou des matières très haute température pour cibler les marchés de l'aéronautique, avec des volumes d'impression qui va dépendre du fabricant, mais qui ont tendance aussi à augmenter pour répondre au cahier des charges particulier. Nous en avons terminé pour cette présentation. Merci pour votre attention. Donc, effectivement, vous avez été quelques-uns à poser des questions. Vous pouvez vous avez encore quelques minutes pour poser des questions. On voit qu'il y a une question sur l'injection avec la technologie Mucel. Si on est équipé, nous, de l'injection Mucel, donc, nous, on n'est pas équipé au sein de la plateforme technique d'Alizé Plasturgie, pour ceux qui connaissent l'espace.
On est équipé de presse à injecter, mono, bimatière, thermoformage, rotomoulage, extrusion soufflage. Au niveau de l'injection, donc mono et bimatière, on est en train de développer un outillage permettant le procédé Rocktool. Donc Guy en a parlé pendant sa présentation. Le procédé Heat and Cool qui permet d'améliorer l'état de surface des pièces. Donc là, il y a un outillage qui sera prêt deuxième semestre 2018. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, pardon, sur des sujets tels que des essais. Pour ce qui est du Mucel, on peut vous mettre en relation, si vous le souhaitez, avec des centres techniques qui seraient équipés du procédé. Voilà, donc ça, on pourra rééchanger après cette conférence. Je ne vois pas d'autres questions, donc vous allez donc recevoir, hein, comme je l'ai dit au départ, hein, vous pourrez réassister au webinaire et à accéder aux présentations. Donc effectivement, les présentations seront mises à disposition dans le mail de confirmation et vous pouvez dès à présent le télécharger. À droite de votre écran, vous avez normalement un espace qui est marqué documents à distribuer. Documents à distribuer, donc vous avez la présentation sous format PDF. Et puis, vous aurez aussi un lien YouTube pour accéder. Et n'hésitez pas à communiquer ces éléments à vos collègues, à vos confrères. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous remonter vos remarques. Vous avez nos contacts. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et puis, vous avez une petite enquête de satisfaction. Donc, merci de marquer vos commentaires. Merci à tous. Bonne fin de journée et à très bientôt.